Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là, ça nous fait très plaisir en fait d'être ici avec vous ce soir. Vous connaissez sans doute le livre de Renan Larue, Le végétarisme et ses ennemis, paru aux Presses universitaires de France en 2015. Quelques mois plus tard, ou environ une année plus tard, les responsables des PUF lui ont ensuite proposé de préparer un petit livre pour la collection Que sais-je qui serait consacré au véganisme. Très intéressé par le projet, Renan a aussitôt accepté, était ravi et voyait dans cette proposition d'abord le signe que la société avance sur la question animale, et puis ensuite l'occasion de participer à crédibiliser le véganisme, la collection Que sais-je étant quasiment une institution du savoir en France et dans tout le monde francophone. Puisqu'il pense que les enjeux éthiques sont au fondement du phénomène du véganisme, Renan a ensuite eu la générosité de m'inviter à prendre part au projet, moi qui consacre mes recherches à l'éthique animale. Attends Renan, un que sais-je sur le véganisme, t'es certain? Je me suis tout de suite demandé ce qu'on allait bien pouvoir dire. Le véganisme n'est-il pas simplement la conséquence pratique de l'éthique antispéciste ou de la théorie des droits des animaux qui sont ce qui compte en fait, ce qui est intéressant d'un point de vue idéologique ou philosophique? Et j'irai plus loin, est-ce que parler du véganisme, en plus de passer à côté de ce qui compte, ne nuit pas en réalité au mouvement de la libération animale en contribuant à ce que les notions ou les outils les plus politiques soient écartés, éclipsés par un simple mode de vie individuel? C'est cette question, cette hésitation ou cette critique-là qui aura orienté les discussions que Renan et moi avons eues au moment de nous lancer dans la préparation de notre livre. On y a bien réfléchi et on s'est finalement entendu. À rebours de mes craintes, on allait faire le pari inverse. Le véganisme, en fait, ça ne peut pas, ça ne doit pas du tout être réduit à de simples préférences personnelles, à une diète alimentaire, à un mode de vie fondé sur la pureté individuelle. Le véganisme, du point de vue de la vaste majorité des véganes, de toute façon, c'est pas ça. Le véganisme, et j'en suis maintenant convaincue, c'est un engagement politique, comme le disait Amandine, contre l'exploitation animale. Un engagement dont la dimension pratique est complètement liée à la dimension théorique. Les considérations de santé humaine, les préoccupations pour l'environnement des êtres humains qui vivent maintenant et ceux des générations futures, je ne dis pas que ça n'intéresse pas l'éthique. Évidemment, il y a plein d'enjeux moraux liés à ces questions-là. Et oui, ça concerne en quelque sorte le véganisme, puisque par bonheur, mais de manière accidentelle tout de même, le véganisme implique à peu de choses près le végétalisme. Et que ça, ben oui, c'est bon d'un point de vue diététique et c'est moins pire que les autres régimes d'un point de vue écologique. Mais c'est pas ce qui peut se trouver au cœur du véganisme. Ben non, parce que du point de vue de la santé, il n'y a justement que le végétalisme qui peut être pertinent. On ne peut pas voir en quoi des raisons médicales pourraient motiver qui que ce soit à cesser de visiter le zoo, par exemple, ou de porter des pulls en laine. Et même pour ce qui est de l'alimentation, il semble qu'on ne puisse pas nécessairement non plus soutenir que tous les produits d'origine animale sont nocifs pour la santé. Il y aura toujours un nutritionniste quelque part pour nous dire quantité peut-être la chair de certains poissons bio a des vertus diététiques. Idem pour les considérations environnementales. Il est juste déraisonnable, je pense, de prétendre qu'il est toujours préférable pour l'environnement de privilégier des biens de consommation qui contiennent aucun produit d'origine animale. C'est sans doute pas toujours vrai que l'importation de certains aliments hautement transformés, en particulier, est un geste écolo, plus écolo que de manger des œufs de poule nourris avec des restants de table, par exemple. D'une perspective environnementale, il est généralement beaucoup mieux de préférer des aliments végétaux aux aliments d'origine animale et une diète végétalienne globalement à une diète omnivore. Mais il y a quand même des exceptions si on se met à comparer certains aliments végétaux à certains produits d'origine animale. Et ça, on ne peut pas le nier. Tant mieux si le végétalisme est une bonne chose sur les plans hygiéniques et environnementaux, mais il ne s'agit pas encore de véganisme. Le véganisme, osons le dire, c'est foncièrement, essentiellement, pour les animaux. Alors ça, cette position, c'est celle qui est développée par quelqu'un qui joue un rôle très important dans l'histoire du mouvement vegan au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. C'est Leslie Cross. Alors c'est quelqu'un dont on n'a pas retrouvé de photos, enfin on a beaucoup cherché, on n'a pas trouvé d'image le représentant. Pourtant, il joue un rôle extrêmement important dans le mouvement, un rôle au moins égal à celui que joue Donald Watson. Alors je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec Donald Watson, c'est lui qui a fondé, qui a forgé le mot véganisme et qui a fondé la Vegan Society. Alors Donald Watson, il est professeur de menuiserie, on est dans les années 1930-1940 en Angleterre,
Et il décide d'aller un peu plus loin que le strict végétarisme qui est alors majoritairement prôné par la Vegetarian Society en Angleterre. Et il considère en fait que les questions d'exploitation d'animaux, le principe de l'exploitation animale doit être posé de manière beaucoup plus claire. Que les végétariens, en acceptant l'utilisation des animaux pour les œufs et surtout pour le lait, disons, manquent de cohérence. Donc il décide en quelque sorte de quitter la Vegetarian Society. Et on est en 1944, à l'automne 1944, et il lance son propre mouvement, le mouvement vegan. Donc là, on a en quelque sorte l'acte de naissance de notre mouvement, avec Vegan News, qui est l'organe de presse de la Vegan Society qu'il vient de fonder. Là, c'est vraiment une sorte d'acte de naissance du mouvement vegan, parce que c'est la toute première fois que le mot vegan est écrit. Donc le mot vegan en tant que substantif et adjectif, la première fois qu'il est écrit, et à partir de ce moment-là, on va l'utiliser. Donc il explique pourquoi est-ce qu'il choisit ce mot dans ce premier numéro. Alors, la typographie est super rudimentaire, mais disons c'est quand même un acte, une pièce importante. Alors il choisit de forger le mot vegan à partir des premiers mots véganisme, à propos des premières lettres du mot végétarien et des dernières lettres. Donc c'est lui qui forge le mot véganisme à partir de là. Donc le végétarisme bien compris, c'est en fait un véganisme. Le problème c'est que pendant les années 1944 jusqu'à la fin des années 1940, la Vegan Society prône surtout le régime végétalien. Il parle assez peu des questions du cuir, de la fourrure, etc. Et Leslie Cross considère qu'il faut aller beaucoup plus loin et qu'il propose d'avoir une approche beaucoup plus intellectuelle du mouvement vegan. Et il explique que, en fait, pour lui, le véganisme repose sur un principe, c'est le principe de non-exploitation des animaux. Il dit, pendant quelques années, le véganisme pouvait encore jouer sur l'ambiguïté, est-ce que c'est un régime, est-ce que c'est un mode de vie, est-ce que c'est un principe politique, philosophique. Il dit, on est à la toute fin des années 1940, au début des années 1950, il devient président de la Vegan Society, il dit, il faut aller plus loin, il faut assumer la dimension philosophique et politique de notre mouvement. Et dans ce numéro, 1951, c'est un tournant, puisque dans ce numéro du magazine Vegan, à la page 2 et 3, il explique clairement que le but du véganisme, c'est d'en finir avec l'exploitation animale, d'en finir avec ce lien de domination. On a un rapport avec les animaux qui est celui d'un maître avec ses esclaves. C'est plutôt vers la fin de l'extrait que je vous ai proposé. En bref, notre but est de libérer les êtres sensibles. Notre but est donc politique et c'est un but de libération, un but d'émancipation des animaux. Alors ça, c'est évidemment un acte extrêmement important, puisque à partir de ce moment-là, abolitionnisme et véganisme sont totalement liés, et la dimension politique est parfaitement assumée par la Vegan Society, puis ensuite par le mouvement vegan dans son ensemble. Alors, cette idée abolitionniste, elle est sans doute très ancienne. Moi, j'ai des petites lubies historiennes, et il me semble que dans l'Antiquité, notamment avec Pythagore, il y a quelque chose qui ressemble beaucoup au véganisme actuel, même s'il n'y a pas le terme, même si ce n'est pas constitué comme un mouvement politique. En revanche, Pythagore, j'ai mis un point d'interrogation. En revanche, je retire le point d'interrogation en ce qui concerne les anarchistes français, en tout cas certains anarchistes français dans le mouvement libertaire, puisque des gens comme Sophie Zakowska ou Georges Buteau ont créé, en quelque sorte, ont popularisé le mot végétalien et végétalisme. Alors en France aujourd'hui, végétalisme, c'est simplement le régime alimentaire, à l'opposition de véganisme, qui serait un mouvement plus idéologique ou plus politique. Mais eux, quand ils forgent le mot végétalisme, ils ont cette dimension politique derrière eux très clairement. Ils disent que les végétariens n'ont pas compris grand-chose. Les végétariens ne sont pas cohérents, il faut aller plus loin, il faut devenir végétalien. Donc eux, ils forgent le mot végétalien, qui a évolué aujourd'hui vers simplement le régime, mais eux, avec le mot végétalien, ils avaient une conception plus clairement politique. Ça a été prolongé par Louis Rimbaud, qui explique très clairement dans une des revues qu'il dirige ce qu'est le véganisme. Alors, lui, il parle plutôt de végétalisme, il explique très clairement ceci. Le véganisme consiste à, je cite, libérer tout ce qui vit, tout ce qui est sensible et qui souffre de l'injustice, de l'iniquité, de l'abus, de la perversion des hommes. Voilà, donc il y a le mouvement anarchiste français, la dimension végane de l'anarchisme français n'a pas vraiment perduré jusqu'à aujourd'hui. C'est Leslie Cross, son influence et surtout le succès de la Vegan Society qui fait qu'aujourd'hui le véganisme est ce qu'il est en Occident et ailleurs.
avec Watson et surtout avec Cross, donc on a vu que le concept de véganisme s'est développé ou a été créé précisément parce que celui de végétarisme semblait insatisfaisant d'un point de vue éthique, du point de vue de l'éthique animale. Comme Renan l'a expliqué en reprenant donc les idées de ceux qui ont les premiers parlé de véganisme, les arguments moraux pour lesquels on critique la production de viande impliquent que l'on s'oppose tout autant à la production d'œufs et de produits laitiers. Je dirais même qu'il y a quelque chose d'un peu étrange dans le fait que le végétarisme ait encore à ce jour plus de popularité que le végétalisme, alors que bien des gens sont davantage scandalisés par la souffrance des animaux sensibles qu'à l'égard de leur mort, en supposant que l'abattage peut être indolore, ce qui, en pratique et à grande échelle, n'est bien sûr pas le cas. Tout le monde reconnaît que les animaux sensibles ont intérêt à ne pas souffrir. Alors, comme vous le savez, toutes et tous très bien dans cette salle, l'élevage pour les œufs et le lait implique le recours à des traitements hautement douloureux pour les animaux exploités. Se préoccuper le moindrement du bien-être animal devrait nous conduire à écarter à peu près tous les aliments issus de l'exploitation des animaux, tout aussi bien que les autres produits ou services impliquant faire souffrir des animaux comme la fabrication de vêtements ou d'accessoires en cuir, par exemple. En effet, il n'y a aucune de ces pratiques extrêmement cruelles pour les animaux ne peut raisonnablement être considérée comme nécessaire pour les êtres humains. Un raisonnement qui ne reposerait que sur des considérations de bien-être, un argument welfariste comme on l'appelle dans le monde anglo-saxon, pourrait ainsi nous conduire aux portes du véganisme. Mais de la perspective de la philosophie morale, il faut aller plus loin que ça. Il faut se demander comment est-ce qu'on peut valablement justifier la discrimination entre les animaux non humains et les animaux humains. Parce que les humains, évidemment, d'un point de vue biologique, sont des animaux eux aussi. Pour quelles raisons peut-on supposer que les êtres humains ont plus de valeur que les autres et que seuls les premiers devraient être inclus dans la communauté morale, juridique et politique des égaux? Est-ce le fait de leur espèce elle-même? Vous serez certainement d'accord pour dire qu'il serait quand même étrange de désigner une simple caractéristique biologique comme celle-là sans donner les raisons qui justifieraient le poids moral qu'on lui accorde, comme la couleur de la peau, l'âge ou le sexe. L'espèce renvoie à de simples traits biologiques et ne peut légitimement être invoquée au soutien d'une discrimination morale. Est-ce plutôt l'intelligence, la possession d'un langage symbolique ou la gentilité morale dont seuls les êtres humains seraient dotés et qui permet d'accorder plus d'importance morale aux membres de l'humanité qu'aux autres animaux? On voit bien mal pourquoi, en fait, puisque dès qu'un être est sensible, il est capable de conscience subjective, il a un point de vue sur le monde, il est affecté consciemment par les choses qui lui arrivent. Dès lors, on peut lui causer des torts qui sont moralement significatifs. Il y a des intérêts dont les plus fondamentaux sont parfaitement comparables à ceux des êtres humains et qui, chez ces derniers, sont protégés par des droits égaux. Or, depuis Aristote, on reconnaît que les cas semblables doivent être traités de manière identique. Puisque tous les animaux sensibles ont intérêt à ne pas souffrir et que le droit individuel fondamental de ne pas être torturé vise à protéger cet intérêt-là, eh bien, il semble parfaitement injuste de l'accorder à certains animaux sensibles, en l'occurrence les êtres humains, tout en le refusant à d'autres, c'est-à-dire à tous les autres animaux, les animaux non humains. Et au-delà de l'intérêt à ne pas souffrir, on a de bonnes raisons de penser que tous les êtres sensibles ont aussi intérêt à ne pas être privés des bonnes choses de la vie, des bonnes choses que l'avenir leur réserve, et donc à ne pas être tués. Et ils ont aussi intérêt à ne pas être traités comme des êtres inférieurs d'un point de vue moral et juridique. Ils ont intérêt à ne pas être asservis ou exploités. Le principe d'égalité aristotélicien nous force en quelque sorte à reconnaître que tous les êtres sensibles doivent être considérés comme des égaux d'un point de vue moral, c'est-à-dire comme des personnes à part entière. On a donc de très bonnes raisons de s'opposer à l'abattage des vaches ou des cochons pour leur chair ou encore à l'instrumentalisation d'animaux sensibles pour nos diverses fins humaines, qu'il s'agisse du divertissement, de l'habillement, etc. Mais on a aussi d'excellentes raisons d'aller jusqu'à élargir au moins les droits les plus fondamentaux à tous les êtres sensibles et de leur accorder le statut moral et juridique de personne. Ce qui nous conduit comme ça à une position en faveur de l'égalité animale, c'est un argument antispéciste, c'est-à-dire un argument fondé sur le fait que l'appartenance à l'espèce n'est pas une caractéristique pertinente d'un point de vue moral, pas plus que ne l'est la race ou le sexe par exemple, et qu'on ne peut donc pas se contenter de l'invoquer pour justifier la discrimination qui consisterait à dire que les uns ont plus de valeur morale que les autres.
Les cahiers antispécistes définissent plus spécifiquement de la manière suivante le spécisme. Le spécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont respectivement à la race et au sexe, la volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de lien logique avec ce qu'elles sont censées justifier. Cela dit, Renan et moi, on soutient dans le que sais-je que le véganisme ne s'oppose pas exactement au spécisme, c'est-à-dire à la discrimination injustifiée en fonction de l'espèce ou de caractéristiques typiquement associées à l'espèce. On soutient en effet qu'il s'oppose plus précisément au carnisme. La notion de carnisme a été proposée, comme vous le savez sans doute, par une psychologue américaine appelée Melanie Joy. Cette notion, elle sert en gros à désigner l'attitude qui découle de l'anthropocentrisme et de l'idéologie spéciste et qui consiste à nous amener à percevoir les animaux non humains comme des ressources à notre disposition pour différents usages comme l'alimentation. Le carnisme correspond donc aux dispositions ou aux motivations psychologiques qui conduisent à adopter des comportements ou des pratiques reposant sur l'exploitation de certains animaux. Parce qu'on suppose que l'espèce est un critère qui permet de hiérarchiser les animaux, parce qu'on pense que les êtres humains ont plus de valeur que les autres animaux et qu'on adhère à un suprémacisme humain, on s'autorise à réifier les animaux jugés inférieurs et sans même y réfléchir à percevoir plusieurs d'entre eux comme de simples choses à notre disposition. L'attitude inverse, celle qui consiste à refuser de traiter les autres animaux comme de simples ressources pour l'humanité et qui rejette l'exploitation animale, relève donc d'un anticarnisme en quelque sorte, c'est-à-dire de la contestation de l'idéologie dominante selon laquelle il est naturel, normal et nécessaire de nous servir des autres animaux pour nos fins, et l'adoption d'une posture psychologique qui consiste à voir les animaux non humains non plus comme de simples commodités, mais comme des individus qui comptent pour eux-mêmes. La raison pour laquelle il vaut peut-être mieux opposer le véganisme au carnisme plutôt qu'au spécisme, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, il n'est pas nécessaire d'accepter l'égalité morale de tous les êtres sensibles ou même de leurs intérêts semblables et de s'opposer à toute discrimination arbitrairement faite en fonction de l'espèce pour critiquer l'asservissement des animaux non humains sensibles. C'est pas parce qu'on privilégierait toujours l'intérêt d'un enfant humain à celui d'une vache qu'on se sent nécessairement autorisé à exploiter la vache. C'est pas parce qu'on jetterait le chien par-dessus bord d'un canot de sauvetage pour faire de la place à une vieille dame que dans une situation normale où il y a plein d'options végétales, on pense qu'il est acceptable de tuer les animaux pour nourrir des êtres humains. Un simple souci pour le bien-être des animaux non humains, même s'il s'accompagne de l'impression que les êtres humains ont tout de même plus de valeur morale qu'eux, semble exiger l'abandon d'à peu près toutes les pratiques reposant sur leur instrumentalisation pour des fins humaines. On peut donc rejeter l'exploitation animale sans tout à fait accepter que tous les êtres sensibles sont des égaux d'un point de vue moral. C'est pourquoi même si on pense, Renan et moi, que les antispécistes ont parfaitement raison et que cette hiérarchisation morale, juridique et politique des individus en fonction de leur espèce est éthiquement injustifiable, on pense que le véganisme n'exige peut-être pas autant que ça. On pense qu'il découle plus simplement de la conviction selon laquelle les animaux sensibles devraient être libérés du joug humain. Selon nous, la meilleure façon de définir le véganisme, c'est de reconnaître qu'il s'agit d'une pratique reposant sur un engagement personnel à rejeter dans sa vie quotidienne le carnisme, c'est-à-dire à refuser de participer à l'asservissement des animaux sensibles non humains. Merci. Alors, la transition va être un peu brève. Là, on a parlé avec Valérie de la question, la dimension philosophique, éthique. Dans un que sais-je, on va aborder énormément de problèmes. C'est pas un problème, un autre aspect du véganisme concerne un peu le point de vue psychologique et sociologique. Donc, une question à laquelle on a essayé de répondre, c'est qui sont les véganes en Occident, en France et dans d'autres pays ailleurs. Alors, qui sont les véganes? Alors souvent, on a un petit peu, dans la représentation, elle serait une bonne candidate au véganisme. Bon, alors, c'est une femme, elle est jeune, elle est hippie, elle a voté à gauche, etc. Bon, donc on va voir si c'est vrai. Alors, qui sont les véganes? Première chose, on s'est un petit peu penché sur la question des pourcentages. Donc, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont faites, c'est souvent assez approximatif. Ça pose plusieurs problèmes. Pourquoi? Parce que, on pose la question, on fait des sondages concernant le végétarisme et les végétariens, pas vraiment
sur le véganisme. Donc on a relativement peu de chiffres. Deuxième chose, quand on demande à un végétarien ou un vegan, une végane, etc., ce qu'il a mangé hier soir, il ou elle répond « j'ai mangé du poulet » ou « avant-hier j'ai mangé du poisson ». En fait, donc, les gens se disent végétariens ou véganes, et assez souvent quand on leur pose des questions, ils précisent, dans leur réponse on se rend compte que c'est pas vrai. J'ai rencontré quelqu'un qui était vegan il y a 3 jours, et elle m'a dit « ah, le fromage c'est quand même très bon, et puis les vaches faut les traire, etc. » Donc ça c'est un premier problème. C'est un problème qui a été résolu par certains instituts de sondage aux États-Unis. Ils ne demandent pas aux gens est-ce que vous êtes végétarien ou vegan, ils leur demandent de décrire ce qu'ils mangent jour après jour. Et là, on arrive à avoir des estimations beaucoup plus fines du nombre de végétariens et véganes. Donc on arrive à, donc j'ai plus de détails tout à fait en tête, c'est dans que sais-je, mais un peu plus de 1% des gens en Allemagne sont véganes. On arrive à 1,5% aux États-Unis, notamment chez les plus jeunes. 5%, ça monterait jusqu'à 5% en Israël. Et en France, ce serait autour d'un petit pourcent. Donc ça, c'était un premier problème qu'on avait essayé de régler. Deuxième question, la question de la répartition homme-femme. Donc on a cette intuition assez forte, en tout cas moi je l'avais il y a quelques années, que le mouvement de protection animale, que les végétariens sont surtout des végétariennes. Alors il se trouve que dans l'histoire du mouvement de la protection animale, les femmes ont joué un rôle considérable. Elles étaient souvent aux avant-postes pour les luttes contre la vivisection, la chasse ou ce genre de choses. Mais quand on regarde dans le détail des associations végétariennes en France, en Angleterre et ailleurs, on se rend compte qu'il y a une certaine égalité, une certaine parité. Les femmes sont plus nombreuses, mais à peine. Et aujourd'hui, quand on regarde la parité homme-femme parmi les véganes, on arrive quasiment aussi à une parité. Donc parfois on a du 53 pour les femmes, 47 pour les hommes, et pour moi c'est vraiment une égalité parfaite. Ce qui peut paraître un petit peu contre-intuitif, un petit peu surprenant. Autre chose, la question de la diversité sociale. On a tendance à penser que... j'ai invité un ami dans un restaurant vegan il y a quelques jours, il m'a dit les véganes, le véganisme c'est quelque chose pour les cadres supérieurs, blancs, etc., qui ont de l'argent. Alors en fait, c'est un peu ce qu'on entend, notamment aux États-Unis, mais c'est pas si vrai que ça. On peut avoir des revenus très très différents et adopter le véganisme. Même chose pour les niveaux d'études, en particulier en France. Et en ce qui concerne les revenus, on trouve plus de végétariens, plus de véganes parmi les Français qui en moyenne gagnent moins de 2000 € par mois. Voilà. C'est moins vrai aux États-Unis, on rencontre effectivement plus de véganes parmi les élites financières, et chez les personnes qui ont fait des études plus longues. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus propre aux États-Unis qu'à la France, c'est la question raciale qui est vraiment très très présente dans les discussions politiques, etc. Et un grand nombre de personnes considèrent que le véganisme est un mouvement de blancs pour les blancs, c'est-à-dire pour les classes favorisées, assez souvent. Donc ça c'est vraiment un sujet qui est très, très brûlant en ce moment aux États-Unis, je trouve ça extrêmement intéressant. Certains activistes véganes revendiquent une sorte de véganisme noir et expliquent que le mouvement de libération animale n'est pas un mouvement de blancs, qu'il y aurait des liens très forts entre l'oppression de certaines minorités ethniques, raciales, etc., et l'exploitation des animaux. Et des choses qui sont extrêmement intéressantes. Certains proposent de décoloniser la nourriture que les Noirs, que les Latinos mangent aux États-Unis, puisque c'est surtout le cas pour les Latinos aux États-Unis, c'est que en fait l'industrie blanche fait croire aux Latinos que la nourriture latino elle est à base de viande et de fromage. Or, en fait, il y a quelques décennies, il y a quelques siècles au Mexique notamment, la cuisine végétarienne est ultra dominante. Les Mexicains mangent très peu de viande et très peu de fromage normalement. Donc, en fait, il y a une sorte de brainwashing de l'industrie qui cible les populations noires et latinos, les minorités ethniques, pour leur dire la vraie nourriture que vous devez manger, c'est la nourriture à base de viande et de fromage. Ce qui a des conséquences catastrophiques pour ces populations-là. La moyenne de vie pour un noir qui vit à Los Angeles, c'est 58 ans, 60 ans. Pourquoi ? Parce qu'on lui fait manger, l'industrie les pousse à manger du fromage en grande quantité et de mauvaise qualité. Même chose pour la viande. Donc ça c'est une des questions qui agite en ce moment l'Amérique du Nord au sein du mouvement vegan. Alors même s'il y a une diversité sociale, ethnique, religieuse, etc., parmi les gens qui adoptent le véganisme, il y a des points communs. Il y a plusieurs points communs qu'on développe très rapidement dans le que sais-je. Il y en a un qui me semble extrêmement intéressant, c'est l'empathie. Il y a vraiment
les véganes et les végétariens sont plus empathiques que le reste de la population. Donc ils sont plus empathiques évidemment envers les animaux, ça c'est assez attendu, ça ne surprend pas grand monde, mais ils sont aussi plus empathiques envers les êtres humains. Donc il y a plusieurs travaux parmi les neuroscientifiques qui sont menés depuis quelques années. Quand on met dans une même salle des végétariens, des véganes et des omnivores, et qu'on on leur diffuse des images de souffrance animale et de souffrance humaine, les zones du cerveau des végétariens et des véganes s'activent plus. Je parle des zones du cerveau qui concernent l'empathie, elles s'activent plus que dans le cerveau des omnivores. Donc les végétariens et les véganes sont plus empathiques, ont plus tendance à s'identifier à d'autres êtres, que ces êtres soient de l'espèce humaine ou d'autres espèces. Donc ça c'est quelque chose qui est assez intéressant, je trouve, et qui permet de répondre un petit peu à cet argument selon lequel les végétariens et les véganes surtout, ne s'intéressent pas à l'espèce humaine ou sont misanthropes. En fait, ça n'est pas vrai. Ils sont plus compatissants même envers les êtres humains que ceux qui ne sont pas véganes. Donc ça, cette espèce de fait psychologique, neuropsychologique, est en quelque sorte renforcé ou se traduit aussi d'un point de vue social, sociologique, puisque il y a des études qui ont été menées en Europe et en Amérique du Nord concernant les valeurs des véganes. Et très souvent, les véganes rejettent toutes les vertus, toutes les valeurs traditionnelles comme l'autorité, comme la hiérarchie sociale, comme l'ordre, etc. Ils vont plutôt favoriser, là c'est vraiment très net aux États-Unis, d'autres valeurs, donc des valeurs libérales, enfin, au sens américain, des valeurs progressistes comme le partage, l'égalité de revenus, la sécurité sociale, etc. Donc grosso modo, on risque de trouver beaucoup de véganes, plus de véganes parmi les électeurs de Bernie Sanders ou de Hillary Clinton, et on n'en trouve quasiment pas parmi les électeurs de Trump. Ça c'est un clivage qui est très fort aux États-Unis, ça c'est très net, aussi pour les questions religieuses. Les personnes qui sont très religieuses ont moins tendance à adopter le véganisme aux États-Unis. Voilà. Go vegan. C'est une injonction qu'on entend de plus en plus scander dans les manifestations ou répéter sur Facebook, ailleurs sur Internet ou écrite sur les affiches du métro. C'est ce que demandent les défenseurs des animaux, les militants pour la libération animale, les activistes pour les droits des animaux. Mais est-ce qu'on doit s'en réjouir? Est-ce qu'ils ont raison? Je disais tout à l'heure qu'il me semblait initialement étrange de consacrer un livre au véganisme plutôt qu'à l'antispécisme, par exemple. D'autres vont jusqu'à y voir un très grave problème. Certains militants, eux-mêmes véganes, dénoncent haut et fort la promotion que l'on fait du véganisme. Ils sont convaincus qu'en parlant de véganisme, on donne l'impression que la manière dont on se comporte à l'endroit des animaux non humains relève d'une responsabilité individuelle plutôt que d'une responsabilité institutionnelle, que ce qui compte, c'est la vertu des êtres humains davantage que le sort des animaux non humains eux-mêmes, qu'il s'agit de simples préférences personnelles, d'une manière comme une autre de consommer, d'un lifestyle, d'un mode de vie tout simplement. On pense aussi que les véganes se présentent comme des gens arrogants, ayant l'impression d'être meilleurs que les autres, alors qu'ils consomment mille et un trucs qui sont certes étiquetés sans cruauté, mais dont la fabrication a néanmoins impliqué l'abus d'animaux humains ou non humains. Des antispécistes aussi connus en France qu'Yves Bonnardel demandent rien de moins que l'abolition du véganisme. Par ailleurs, on constate ces derniers temps dans la littérature que les chercheurs sont de plus en plus nombreux à s'inquiéter de l'inefficacité du véganisme. Cette idée selon laquelle chaque végane sauve de nombreux animaux chaque année, elle est de plus en plus contestée. On suppose que la stratégie de la conversion au véganisme est vouée à l'échec parce qu'il est tout simplement faux que les choix individuels des consommateurs influencent la production et donc le nombre d'animaux exploités et tués. Les marchés seraient beaucoup trop gros et complexes pour qu'un ou une végane sauve ne serait-ce qu'un seul animal au cours de sa vie. Ces critiques extrêmement sévères du véganisme, on les prend très au sérieux, on les a pris très au sérieux, Renan et moi. C'est juste qu'à force d'y réfléchir, de lire, d'en parler, on en est venu à penser que bien interprété, le véganisme leur échappe à ces critiques, à peu près totalement en fait. Quand on regarde ce que sont les stratégies déployées pour les animaux, on voit qu'il y a bien sûr celles qui sont typiquement politiques, les canaux officiels, lobbying, pétitions adressées aux décideurs, implication dans les partis politiques, création de partis politiques même. Il y a aussi les manières traditionnelles de faire de l'activisme politique, distribution de brochures, manifestations, lettres ouvertes dans les journaux ou tribunes.
Toutes ces méthodes, elles sont très bien utilisées par divers organismes comme L214 par exemple. Il y a aussi le recours à des actions directes et souvent illégales, les blocages, les infiltrations, les prises d'images en vidéo cachée, l'entrave à certaines activités, la désobéissance civile ou autre. On pense tout de suite en France à 269 Life Libération Animale, évidemment. Et il est vrai qu'à côté de ça, le véganisme n'a pas l'air très ambitieux. On a l'impression que devant la gravité du mal causé aux animaux, il faut faire plus qu'acheter des saucisses au tofu chez Biocop. Certes, il faut voir que le véganisme, ça ne se réduit pas à acheter du tofu, c'est beaucoup plus que ça. Quand on est opposé à l'exploitation animale au point d'accepter de modifier ses habitudes pour éviter de contribuer à ce qu'on dénonce, on se limite rarement à le faire en silence dans son coin. Les véganes, non seulement boycottent par objection de conscience certains produits et services, mais ils sont sans cesse en train de se livrer à de l'activisme en exposant à droite et à gauche les raisons de leur mode de vie, leur motivation, les principes de compassion et de justice qui les animent. Les féministes nous ont appris que le privé est politique. Initialement, la formule visait surtout à souligner le fait que le quotidien des femmes, comme les soins donnés aux enfants, le comportement sexuel dans le couple, l'attention donnée à l'apparence physique ou la répartition des tâches domestiques, étaient complètement liés à leur statut politique et que les solutions aux problèmes de cet ordre-là devaient être collectives et institutionnelles. Mais rapidement, le slogan a donné lieu à différentes interprétations, dont celle qui veut que les décisions de tous les jours ou les choix faits dans la sphère privée, incluant les petits actes de consommation, peuvent représenter une manière de s'opposer à une situation politique d'oppression ou de domination. Depuis, on pense que, surtout dans une société de consommation où nos dollars ont souvent plus de poids que notre parole, les petits gestes du quotidien ne sont pas neutres politiquement et qui participent à renforcer, à maintenir ou à affaiblir le statu quo. Nos petites résistances quotidiennes, nos gestes à l'apparence anodine, ils sont nombreux à avoir un potentiel subversif parce qu'ils s'écartent de l'ordre établi, parce qu'ils préfigurent une autre manière de vivre, parce qu'ils montrent qu'une autre voie plus pacifique est possible. Porter un écusson affichant son opposition à l'exploitation animale, refuser d'accompagner ses copains ou copines à la pêche au centre équestre, nourrir, faire stériliser et abriter des chats errants dans son quartier, sensibiliser son entourage au spécisme, etc. Tout ça, ça consiste à transgresser et à ébranler les normes en place, à normaliser un comportement différent. Tous ces petits gestes, ils sont donc politiques. Mais les véganes ont aussi recours à toutes les stratégies militantes qu'on a déjà évoquées, pétitions, manifestations, sabotage, dénonciations, tribunes, conférences, livres, blogs, etc. Tout ça, les militants et les militantes de la cause animale le font non seulement à titre d'antispéciste ou de libérationniste, mais aussi à titre de végane. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas lieu de séparer le mode de vie et les convictions qui le sous-tendent. Parce que l'opposition à l'exploitation animale est au cœur du véganisme. Le véganisme, pour la plupart des véganes, c'est donc un engagement sincère et déterminé à se comporter dans sa vie quotidienne de manière conforme à des valeurs de non-domination, à l'idéologie selon laquelle il est mal d'exploiter des êtres sensibles pour nos fins. Mais c'est aussi, comme on l'a dit, un outil politique pour changer par des petits gestes ordinaires, autant que par des stratégies plus organisées, les normes sociales en place qui nuisent tant aux animaux. Une grande partie des choix des véganes, du plus banal au plus spectaculaire, sont subversifs parce qu'ils permettent de contester l'ordre établi, de normaliser un comportement nouveau, de montrer qu'il est possible de vivre et même de bien vivre sans contribuer à l'assujettissement des animaux. Tous les choix des véganes modifient en quelque sorte l'éthos de la société et leur comportement facilite l'engagement des autres. Plus formellement, disons, le véganisme doit être interprété comme une praxis, c'est-à-dire comme une pratique ancrée dans une idéologie. Le véganisme serait à la fois un effet pratique et un moyen. C'est un effet parce que ça découle de convictions sincères relevant de la morale et de la justice, c'est-à-dire à l'adhésion à l'idéal que représente l'abolition de l'exploitation d'animaux pour des fins humaines. C'est pratique parce que c'est un engagement déterminé à appliquer cet idéal-là, à le mettre en œuvre dans sa vie quotidienne. Et c'est un moyen parce que c'est aussi un outil pour lutter collectivement et politiquement pour que cet idéal soit atteint et pour que tous les animaux sensibles soient enfin émancipés. Le véganisme, c'est donc un engagement politique consistant à mettre en application un idéal politique dans le but de faire advenir cet idéal-là.
Les gens qui adhèrent au véganisme joignent un mouvement collectif qui véhicule de multiples manières l'idée selon laquelle il faut libérer les animaux. Parce qu'ils ont une identité et des revendications communes, les véganes forment un véritable mouvement de justice sociale et politique. Et ce qu'ils espèrent en faisant ça, c'est gagner l'appui d'une masse critique de gens, de manière à pouvoir un jour enfin avoir le pouvoir politique, le poids politique nécessaire pour obtenir les changements législatifs et institutionnels concrets que la justice exige pour les animaux. Dans une perspective comme celle-là, on ne peut ni dire que le véganisme est apolitique ou individuel, ni qu'il est inefficace. Même si une personne végane prise isolément ne peut pas avoir beaucoup d'effets directs et immédiats sur la production animale, elle grossit les rangs d'un groupe qui, lui, pourrait un jour être efficace et permettre enfin l'émancipation des animaux. Une interprétation sociale et politique du véganisme comme mouvement de contestation de l'exploitation animale est beaucoup plus plausible philosophiquement que les autres, et elle offre l'avantage d'échapper aux critiques troublantes et importantes que des antispécistes ont bien raison de soulever. Il faut être mis en garde, les avoir à l'esprit pour éviter que le véganisme en vienne à être réduit au végétalisme et à être dépolitisé. Par ailleurs, cette interprétation respecte mieux que les autres interprétations le sens qui a été originalement donné à la notion par les gens de la Vegan Society qui l'ont inventée. Et finalement, elle décrit plus fidèlement que les définitions concurrentes la manière dont la majorité des véganes, il nous semble, conçoivent eux-mêmes leur propre engagement. Pour toutes ces raisons, on pense qu'il est important d'insister pour que ce soit cette interprétation-là du phénomène vegan, une interprétation qui accorde une place centrale à la libération politique des animaux, qui soit retenue et promue. Alors Valérie et moi, quand on a réfléchi, c'est surtout Valérie, en fait, toutes ces questions politiques, c'est ça qui l'a intéressé beaucoup, et j'avoue que c'est la partie du que sais-je qui est la plus originale, qui est la plus forte, c'est cette quatrième partie que Valérie a surtout inspirée. Alors, quand on a réfléchi à cette question politique, à l'espèce de lutte en faveur du véganisme, il y a un auteur qui nous a inspiré, c'est Antonio Gramsci. Donc, la théorie de Gramsci, elle concerne surtout d'abord et avant tout la lutte contre le capitalisme. C'est un grand penseur, c'est un théoricien du communisme, un homme politique extrêmement engagé. Il était à la tête du Parti communiste italien au début du XXe siècle. Et la théorie de Gramsci, même si elle concerne surtout la lutte du prolétariat contre la bourgeoisie, elle permet de donner quand même quelques pistes autour de qui pourraient concerner le mouvement vegan. Alors, Gramsci, il est donc un des penseurs du communisme, il s'étonne qu'on est dans les années 20, dans les années 1930 en Italie, il s'étonne que les intuitions de Lénine qui consistaient à dire que il y a de plus en plus de prolétaires en Europe et en Occident, et donc mécaniquement, en s'unissant, les prolétaires vont renverser le pouvoir bourgeois, le pouvoir capitaliste. Et en fait, longtemps après la révolution russe de 1917, dans les années 20 et 30, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc la révolution qui devait avoir lieu contre la bourgeoisie n'a pas eu lieu. Et Gramsci essaie de répondre à cette question-là, comment ça se fait que le communisme ne s'est pas répandu ? Il explique en fait que la domination capitaliste, elle n'est pas seulement une domination politique, une domination économique, elle est aussi une domination culturelle. En fait, la bourgeoisie reste au pouvoir parce elle bénéficie d'une hégémonie culturelle. Ça veut dire que dans toute la société, et même les prolétaires, tout le monde partage cette idée que l'ordre capitaliste est l'ordre normal, nécessaire, naturel, etc. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Il explique que cette hégémonie culturelle, l'idée que les bourgeois ont gagné la bataille des idées, ce fait-là est surtout dû à ce qu'il appelle les intellectuels organiques de la bourgeoisie. Donc les intellectuels organiques, ce sont des gens qui sont produits par la société bourgeoise et qui pensent être neutres, non biaisés, etc. et qui en fait défendent le statu quo et défendent les intérêts de la classe dominante. Bon. En fait, aujourd'hui, on voit cette chose-là avec des gens comme Jocelyne Porcher ou comme des diététiciens qui, en fait, ont l'impression d'être neutres, non biaisés, etc. En fait, qui défendent les intérêts de la classe dominante, en tout cas l'idéologie dominante qui est l'idéologie carniste. Autre concept qui est très intéressant, je trouve, chez Gramsci, qui pourrait un peu nous aider, ce sont les concepts de guerre de mouvement et guerre de position. Donc la guerre de mouvement, ces deux termes sont issus sont des métaphores guerrières.
appliqué pour lui au champ politique. La guerre de mouvement, il y a deux armées qui sont l'une en face de l'autre. L'armée A va attaquer frontalement l'armée B, et si elle est plus forte, elle va écraser l'armée B, et la guerre est remportée. D'un point de vue politique, c'est une espèce de guerre éclair d'un point de vue politique. Donc un parti politique prend le dessus et l'emporte pour quelques années ou quelques décennies. Gramsci explique que dans le cas de la lutte contre la bourgeoisie, il faut qu'il y ait, avant qu'il y ait une guerre de mouvement, avant qu'on puisse attaquer frontalement notre ennemi, il faut qu'il y ait une guerre de position. La guerre de position, c'est plutôt une sorte de travail de sape. Au fur et à mesure, on avance nos pions et on fragilise, de manière presque insensible, la position que l'on combat, que l'on conteste. Et donc en fait, cette guerre de position-là, dans le cadre de la lutte en faveur du prolétariat, des intérêts de la classe ouvrière, ça peut être aussi applicable au véganisme, cette guerre de position, c'est une guerre idéologique. Et cette guerre, elle est menée par ce qu'il appelle les intellectuels. Donc les intellectuels, c'est pas simplement les gens qui écrivent des livres, qui passent à la radio, ou qui vont sur France Culture, etc. Les intellectuels, ça c'est extrêmement intéressant chez Gramsci, c'est tous ceux qui produisent et surtout diffusent des travaux favorables donc à la classe ouvrière ou favorables au véganisme. Donc la diffusion est extrêmement importante. Ça fait 25 siècles qu'il y a des véganes en Occident, je ne parle même pas de l'Asie et d'autres pays du monde, d'autres régions du monde. Les arguments, on les a. Le problème, c'est qu'il faut être capable de diffuser ces idées-là. Donc c'est ce qu'explique Gramsci, donc il est bien d'avoir de grands théoriciens du communisme, etc. Mais ce qui est plus important, c'est que, disons, pied à pied, en quelque sorte, les gens distribuent des tracts, rencontrent, organisent des petites conférences, etc. etc. C'est ce travail-là qui permet de préparer l'opinion publique, qui est capable de fédérer les prolétaires, et en ce qui concerne les véganes, c'est les véganes eux-mêmes, et puis les gens qui pourraient être autour. Donc c'est vraiment produire et encore plus diffuser ces idées-là. C'est ça qui pourrait faire qui pourrait nous faire avancer nos pions dans cette guerre de position jusqu'à ce que la guerre de mouvement soit possible. Donc il faut que l'ennemi soit suffisamment fragilisé pour qu'il puisse tomber facilement d'un point de vue politique. Donc c'est ce que je disais, hein, ces travaux, c'est les romans, les essais, les articles de la littérature scientifique en histoire, en économie, en psychologie, en diététique, etc. C'est les documentaires, les vidéos, les BD, etc. Donc cette chose-là, ce serait vraiment quelque chose de crucial pour préparer l'avènement d'une société végane. Et évidemment, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un outil qui est fantastique pour permettre ça, qui n'existait pas avant, qui explique peut-être pourquoi le végétarisme et surtout le véganisme n'a pas pu l'emporter, c'est que grâce à Internet, il est facile, il est immédiat, il est extrêmement efficace de diffuser des éléments en faveur de la société végane, de l'idéologie végane. Alors, avec le que sais-je, et avec aussi ce qu'on fait Valérie et moi, donc Valérie elle est coordinatrice d'un centre de recherche en éthique à Montréal, et moi je suis prof de fac aux États-Unis. Avec le que sais-je, l'idée c'était vraiment de participer à faire entrer davantage encore le véganisme dans le monde universitaire. Disons, ce serait une petite pierre à cet édifice-là. Peut-être que ce n'est pas encore le cas en France ou en Occident, moins vrai en Allemagne et en Angleterre, mais en tout cas en France c'est moins le cas. Le véganisme, donc, commence à entrer dans le monde universitaire aux États-Unis et en Amérique du Nord en général, au Canada. En ce qui concerne l'éthique animale à proprement parler, ça fait quelques années quand même qu'il y a des cours d'éthique animale, qu'il y a des conférences d'éthique animale, qu'il y a une multitude de publications sur ces questions-là. Valérie a écrit la première thèse en langue française en éthique animale à l'Université de Montréal. Elle a soutenu sa thèse en 2012, donc ça avance de ce côté-là. Et l'éthique animale, évidemment, comme branche de la philosophie morale, mais branche totalement acceptée dans la communauté scientifique en Amérique du Nord. Ce n'est pas encore le cas, malheureusement, en France. Autre discipline, en quelque sorte, autre champ de recherche qu'elle vend en pouce, ce sont les animal studies. Donc ça peut recouvrir énormément de choses. Ça peut être la place des animaux dans la peinture, des choses comme ça. Ça peut être surtout des choses qui, moi, personnellement, m'intéressent plus, les critical animal studies, c'est-à-dire une réflexion politique, philosophique assez poussée, assez critique sur notre manière de considérer les autres animaux. Ça, c'est la branche la plus dynamique des animal studies, et ça, donc ce sont des aires de recherche aux États-Unis. Donc c'est pas une discipline, mais ça peut intéresser des juristes, des philosophes, des historiens des idées, etc. Du côté francophone, il y a un groupe d'intellectuels dont Valérie fait partie, c'est
ce qu'on appelle depuis quelques années l'école de Montréal. Donc c'est des gens comme Martin Gilbert, Élise Desauniers, Christian Bailey, Frédéric Côté-Boudreau, Carl Saucier-Pouffard, etc. Ce sont des gens qui sont des universitaires, qui parlent aux universitaires, qui en quelque sorte institutionnalisent le véganisme. C'est quelque chose d'éminemment important. Il y a autre chose qui se développe aux États-Unis qui recoupe en partie les Critical Animal Studies. C'est quelque chose qui s'appelle les Vegan Studies. Donc ça se développe vraiment là, ça a quelques mois, quelques années. Il y a un livre qui est paru il y a 1 an et demi maintenant, The Vegan Studies Project par Laura Wright. Donc c'est un signe vraiment que ça commence. Donc elle est enseignante, elle est prof sur la côte Est en Virginie. Il y a une amie à moi qui s'appelle Yanula Tanasakis qui a créé un cours de littérature végane et de réflexion entre le véganisme et la justice environnementale. Donc c'est vraiment cool, elle est prof dans une très 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 bonne université, l'université de New York, NYU. Là c'est ce qu'on appelle le début de son syllabus, donc le plan de cours, elle explique l'idée, le plan qu'elle va suivre dans son cours, et c'est quand même très chouette que le mot véganisme soit au programme d'un des cours donnés dans une des meilleures universités du monde. J'essaie de faire la même chose dans mon université, l'Université de Californie à Santa Barbara, non seulement en créant un cours, mais je vais essayer de mettre en place une mineure en Vegan Studies, c'est-à-dire que si tout se passe bien, dans 2 ou 3 ans, des étudiants de licence, donc aux États-Unis on appelle ça un billet, pourront avoir donc, leur licence avec une spécialité véganisme, Vegan Studies. Voilà, c'est des choses qui commencent à se mettre en place. Alors c'est plus facile évidemment en Californie parce qu'on a un public qui est très réceptif. Il y a beaucoup de gens qui sont véganes pour les animaux, d'autres qui arrivent au véganisme pour des raisons environnementales ou des raisons de santé. Mais très souvent, ça débouche vers un véganisme politique au sens où nous l'entendons. Bon, et je ne vous cache pas, donc ça fait 2 ans maintenant que je donne cours, ce que j'enseigne le véganisme en introduction aux études véganes. Alors, comme tous les profs, je ne sais pas s'il y a des profs dans la salle, mais corriger des copies, c'est insupportable. Et je vous garantis que corriger des copies dont les sujets, c'est le véganisme, les succès de l'industrie végane, la question du véganisme et des troubles alimentaires ou des choses comme ça, la politique de consommation de viande, je vous garantis, ça donne du cœur à l'ouvrage pour corriger les copies. C'est quand même chouette. Et puis je trouve énormément de bonnes... Alors parfois il y a des choses un petit peu gnangnan à des pâquerettes, mais assez souvent il y a de très très bonnes idées. Et c'est vraiment un bonheur de pouvoir enseigner sur ces questions-là. Autre chose qui peut un peu donner d'espoir du côté des États-Unis, c'est quelque chose que j'essaie aussi de faire à l'Université de Californie à Santa Barbara, ce serait de véganiser le campus, c'est-à-dire n'offrir ou faire en sorte que ne soient accessibles que des nourritures 100% végétales. Alors ils aiment bien, surtout en Californie, se vanter parce que les campus sont très très verts, ils recyclent un petit peu de flotte, etc. Il y a l'énergie solaire qui est installée. Bon, c'est pas tout à fait le cas, surtout parce qu'il y a des pressions économiques qui sont importantes de l'agrobusiness, c'est-à-dire qu'il y a des corporations très puissantes comme PepsiCo par exemple, c'est le cas de mon université, je sais bien, il y a 1 an et demi, le président a signé un contrat de plus de $2 millions avec PepsiCo. Donc PepsiCo vend des saloperies aux étudiants, avec évidemment des produits d'origine animale dedans. Ils donnent beaucoup d'argent, mais pour l'université c'est bien en quelque sorte parce que c'est plus d'argent pour la recherche et c'est aussi plus d'argent pour les boursiers. Donc d'un côté, on leur vend des saloperies qui vont leur donner le cancer, mais on peut avoir plus de boursiers. Bon, alors en général, pour l'instant, ils préfèrent leur donner le cancer. Peut-être qu'ils vont changer d'avis. En tout cas, il y a cette pression-là qui est encore forte, voire très forte. Il y a une énergie qui est encore mal canalisée de la part des étudiants, surtout des étudiants en licence, parce que ça dure 3 ou 4 ans, il y a un turnover qui est assez important. Donc c'est difficile d'installer des associations de protection animale qui soient fortes, qui soient denses, qui soient structurées, parce qu'au bout d'1 an et demi, 2 ans, les étudiants partent, tout simplement. Et puis, il y a aussi évidemment des réticences du point de vue de la direction des universités, parce qu'ils ont peur de braquer une population, ils ont plein de donateurs privés, etc. Donc, s'ils commencent à véganiser les campus pour avoir des contre-attaques, etc. Bon, ça, c'est les choses qui marchent moins bien, mais il y a quand même des motifs d'espoir, même vraiment d'un grand espoir. Par exemple, avec... où suis-je ? Si on pense à ce que disait Gramsci, on peut, sur les campus américains, opérer cette guerre de position.
Donc c'est ce qui se passe déjà. Donc ça c'est quelque chose qui est pas mal défendu par Élise Desaulniers dont je parlais tout à l'heure. Elle propose de faire du végétalisme ou des nourritures végétales l'option par défaut. C'est-à-dire que dans les cafés, dans les restaurants, on propose spontanément, par exemple au Starbucks, vous voulez du café, donc avec du lait de soja, hein, c'est ça. Il faut que les gens disent non, non, en fait, moi je prends du lait de vache qui pollue et qui fout le cancer. Donc en fait, c'est plus difficile, disons, de dire non, je prends le lait de vache. Donc il faudra en fait, alors que quand on demande du lait de soja, ça coûte plus cher, et c'est l'option, c'est pas l'option par défaut, c'est l'option qu'on réclame. Donc ça, ce serait quelque chose, c'est microscopique, mais c'est ce que disait tout à l'heure Valérie avec la politique du quotidien. Dans mon département de littérature française, ça va se mettre en place normalement l'année prochaine, mais Valérie a fait un très gros boulot dans son centre de recherche. C'est-à-dire que le végétalisme devient l'option par défaut à chaque fois qu'il y a des réunions, des dîners entre professeurs, etc. Et ça commence à se faire beaucoup en Amérique du Nord. C'est-à-dire que même si on parle d'économie, de politique, d'histoire, etc., les gens ont tendance à faire du végétalisme, d'un plat végétalien, d'un menu végétalien, l'option par défaut. Donc tout ça, ce sont des tout petits gestes qui font progresser les choses. Et quelque chose qui est très intéressant, c'est que les cafétérias aux États-Unis, sur les campus, dans les restaurants universitaires, proposent de plus en plus, ou acceptent de proposer de la viande végétale, etc. Ça se développe énormément. Et disons, ça correspond à ce que j'aime bien appeler la stratégie des Lilliputiens, c'est-à-dire qu'on avance, on ne peut pas changer totalement une grosse institution comme une université ou comme un État, mais au fur et à mesure, disons, on peut attaquer de tous les côtés en même temps. De petites choses font que ce monstre infâme, cette bête immonde qu'est le carnisme pourra peut-être être neutralisé. Et ça va évidemment créer cet effet domino. Je n'ai pas résisté, je trouvais que la petite slide était chouette. Et créer. J'ai fait beaucoup de recherches sur Internet pour faire cette présentation. L'effet boule de neige, à partir d'un moment, ça sera trop tard pour revenir en arrière. Donc cette hégémonie végane, je vais conclure là-dessus. Elle va peut-être arriver un jour. Moi, je pense qu'elle va arriver un jour. Il faut bien avoir à l'esprit que ce sera une rupture anthropologique absolument gigantesque. On ne s'en rend peut-être pas tout à fait compte, mais disons, l'espèce humaine s'est développée, surtout il y a eu un coup d'accélérateur gigantesque avec le néolithique, il y a 12-13 000 ans, quand on s'est sédentarisé, qu'on a développé l'agriculture et l'élevage, et ça a été un bond considérable pour l'espèce humaine, puisque l'écriture s'est imposée quelques millénaires plus loin. Donc ça va être une rupture anthropologique absolument considérable, parce que la domestication on a marché, nos sociétés sont construites avec la domestication et en écrasant l'animal. En fait, notre civilisation tout entière, la civilisation humaine, s'est construite sur le meurtre des animaux. Et si on en finit avec ça, il faut vraiment bien avoir conscience que ce sera un tournant gigantesque dans l'histoire de l'humanité. Et je pense qu'au XXIe siècle, XXIe siècle, il va y avoir des choses dingues comme peut-être habiter d'autres planètes. Et quelque chose qui va se passer aussi, c'est qu'on va abandonner l'assujettissement, l'exploitation des animaux non humains. Et pourtant, je pense que pour le consommateur, pour l'essentiel des gens, cette révolution anthropologique absolument considérable ne va pas se traduire par un bouleversement considérable. C'est-à-dire qu'on va continuer à aller faire nos courses dans les supermarchés, dans les épiceries, et au lieu d'acheter de la viande, on va acheter de la viande végétale. Au lieu d'acheter des produits avec du cuir ou de la laine, on va acheter des produits sans cuir, sans laine, avec des solutions alternatives. Et ça, c'est comme, je trouve, un paradoxe assez intéressant, c'est que il va y avoir vraiment, on finit là-dessus, Valérie et moi sur le clocher, on va avoir affaire peut-être à une sorte de révolution tranquille, c'est-à-dire que ce bouleversement gigantesque ne va pas, en fait, pour la plupart d'entre nous, se traduire par un changement radical de nos habitudes de consommation, ou en quelque sorte un petit pas pour le consommateur, mais un bond géant pour l'humanité. Voilà, nous vous remercions Valérie et moi pour votre attention.